C'est parti. Michel Drac, ça me fait plaisir de discuter avec toi. Plaisir aussi de ce côté de la table. Nous sommes en août 2021, une année bizarre, étrange. En été, il fait enfin beau et c'est peut-être le dernier été avant la fin. Écoute, on a un climat complètement fou. Le GIEC nous annonce pour la 4e décennie consécutive que la fin du monde est dans 5 ans. Les États-Unis quittent de la même manière l'Afghanistan qu'ils ont quitté le Vietnam. On peut espérer que les talibans, dans la lancée, viennent libérer l'Europe après avoir libéré leur pays. La France, tu y habites. Je viens de revenir de vacances sur la côte atlantique. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu sur ce sujet. Comment tu vois la chose dans ton beau et magnifique et bizarrement géré pays? Je ne sais pas si c'est encore un pays, hein. Peut-être ça peut être aussi considéré comme une espèce d'asile d'aliénés. Moi, je vois un pays, déjà hystérisé de tous les côtés. Euh, on dirait que les gens sont en train de devenir, pas les gens, ceux qui parlent. Après, il y a l'immense masse de ceux qui ne disent jamais rien, mais les gens qui parlent, la classe parlante, disons, ceux à qui on tend des micros deviennent de plus en plus agressifs, de plus en plus malsains aussi d'ailleurs, je trouve. À ça répond l'excitation légèrement hystérique de toutes sortes de minorités, d'ailleurs excitation parfois tout à fait compréhensible, mais qui n'en est pas moins hystérique. Tout ça sombre un petit peu dans le grotesque permanent. Pendant ce temps-là, le pays glisse tout doucement vers des abîmes de dettes sans précédent. Là, pour l'instant, on évite l'effondrement intégral uniquement parce qu'on fabrique de la dette à tour de bras, hein. Je veux dire, après, je crois qu'on a fait 3 confinements déjà. Je ne sais même plus où on en est la dette publique, mais enfin, on a bien explosé toutes les limites là. Bon, ce qui fait que pour l'instant, ça tourne pas au bain de sang, à mon avis, c'est uniquement que l'État, à travers la dette, a mis sous perfusion une grande partie de l'économie. Bon, voilà, donc, comment je vois les choses? Ben, tu sais, je pense que je suis un peu dans la posture des mecs qui étaient sur le pont du Titanic quand on leur a dit, ouais, ben, iceberg, tout ça. Donc ils ont fait des blagues, tu vois, ils ont dit ah encore un juif, iceberg, bon. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à l'orchestre de continuer à jouer, hein, parce que bah il n'y a pas de raison, hein. De toute façon, si on doit tous crever, autant le faire dans la joie et la bonne humeur. C'est un peu sombre comme tableau, mais enfin c'est un peu comme ça que je vois les choses en fait, au point où on en est en France aujourd'hui. Voilà. Alors la France est un des pays leaders dans les mesures répressives et liberticides aujourd'hui, avant l'Angleterre, avec l'Italie d'ailleurs, étonnant, 2 pays qui sont en proue de ces mesures. Et visiblement, ils appuient sur l'accélérateur. Et en France, tout comme en Italie, il y a des millions de gens tous les samedis dans la rue, en plein mois d'août. Et la situation va-t-elle continuer? Va-t-elle déraper? Va-t-il y avoir des violences? Va-t-il y avoir une répression? Comment tu analyses cette particularité franco-italienne, mais en tout cas française? Bon, déjà, je ne sais pas s'ils sont vraiment des millions dans la rue, hein. Je ne crois pas aux chiffres gouvernementaux. Il suffit de voir les photos pour voir qu'il y a un problème. Non, il y a plus de gens que ce que dit le gouvernement. Mais je ne sais pas s'il y en a des millions. Je pense que, bon, il faut voir la France, il faut se remonter quand même quelques années en arrière pour voir ce qui s'est passé. L'élection de Macron a été légale sur le plan purement formel, mais elle s'est déroulée dans des conditions extrêmement bizarres, hein, avec un candidat qui avait a priori plus de chances que Macron, qui s'appelait François Fillon, qui était plutôt sur une orientation en politique étrangère pro-russe et à qui il est arrivé des déboires judiciaires assez étranges. On a eu ensuite, on l'a
un peu oubliée aujourd'hui, une tentative de réforme des retraites qui a donné lieu à une grève très dure fin 2018, début 2019, non, ou fin 2019, début 2020, juste après un long épisode de contestation diffuse, mais assez sérieuse, organisée autour du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça fait quand même beaucoup de situations successives où, je n'irai pas jusqu'à dire que le pays a été plongé dans le chaos, mais on sentait qu'il oscillait aux portes du chaos, en quelque sorte. Hein. Bon, là-dessus, le Covid est arrivé. Alors, le Covid a eu un effet anesthésiant parce que les gens, en quelque sorte, sont entrés en hibernation pendant le premier confinement. Ils n'en sont sortis que pour respirer un peu un bol d'air l'été 2020. Puis ils ont été replongés en confinement et ça a donné lieu à nouveau à une sorte de phase d'hibernation. Ils sont sortis temporairement de cette phase d'hibernation pour y revenir ensuite. Alors je ne me souviens plus du calendrier exact, mais je crois qu'il y a eu 3 confinements ou quelque chose comme ça. Et du coup, les gens se sont jusqu'ici jamais vraiment réveillés. Et puis, il faut voir qu'il y a une grande partie de la population qui est anesthésiée pour diverses raisons. La classe moyenne supérieure est anesthésiée parce que, dans l'ensemble, pour elle, concrètement, les confinements ont surtout débouché sur le télétravail. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens... finalement, ça leur a pas coûté beaucoup d'argent. Souvent, ça leur a même permis de faire des économies. Il est vrai quand même qu'ils ont parfois connu des situations de télétravail et d'enfermement à domicile assez désagréables, mais ils ont plutôt réagi en se recroquevillant sur eux. Et puis, il y a un phénomène qui se déroule au niveau du tertiaire des analystes symboliques, qui est un phénomène assez curieux et dont on ne mesure pas encore les conséquences, qui est que avec le télétravail, avec les changements d'organisation, tous ces gens-là sont en train de réaliser que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'ils essayent de remplir leurs agendas et de fabriquer de la superstructure administrative, ce qui est une grande spécialité française. Donc il se passe des choses qu'on a du mal à interpréter au niveau de la classe moyenne supérieure, mais clairement pour l'instant, elle a choisi de se replier frileusement sur elle-même. On a toute une France des retraités qui flippent. Il y a une chose quand même dont on parle très très peu à propos de cette histoire de Covid et de la surréaction, à mon avis, que cette épidémie a provoquée, c'est que comme par hasard, tout ça se produit au moment où la génération du baby-boom arrive à l'âge de la mortalité de masse. Quand tu regardes les gens qui sont les plus hystériques, par exemple sur le vaccin, pour les pro-vaccins hystériques, disons, ce qui est frappant, c'est que beaucoup d'entre eux appartiennent à cette génération. Des gens comme Gosn, le patron de VSD. Aux États-Unis, j'ai vu aussi un type, je crois, comme Schwarzenegger, emblème, icône du baby-boom. Et Schwarzy, maintenant, il a peut-être encore gardé ses gros muscles, j'en sais rien, mais par contre, il approche de la sortie, là. Tu vois, et je suis pas sûr que la fréquentation d'Olympia Gym l'ait vraiment préparé à cette échéance. Voilà. Donc ça aussi, c'est un phénomène. Il y a une sorte de repli frileux et légèrement hystérique par moment d'une partie des retraités, en fait. Et puis, à côté de ça, tu as une France qui en prend plein la gueule, avec des exceptions, il est vrai, parce que c'est très compliqué. Hein. Les impacts socio-économiques de ces situations de confinement sont très, très complexes. Il y a des professions qui tirent tout à fait leur épingle du jeu et d'autres qui sont littéralement massacrées. Enfin, dans l'ensemble, la France des classes populaires, la France des employés et surtout la France des petits patrons, ça fait très mal. Et là, effectivement, il y a probablement une très très grande colère rentrée qui est en train de mijoter tout doucement. Alors pour l'instant, les gens sortent difficilement de leur hibernation. Il faut voir que il y a eu un effet vraiment de sidération. Hein, donc il faut un moment entre l'événement et sa prise en compte par les esprits. Mais effectivement, là, il y a probablement un super mouvement des Gilets jaunes en gestation, probablement.
Euh, Après, te dire comment tout ça va tourner, à quel rythme, comment, franchement, j'en suis totalement incapable. Totalement incapable. Déjà, je suis obligé de constater que depuis des années, je calcule mal ce que vont être les réactions de mes compatriotes, parce que tout simplement, je pense pas comme eux. Je suis pas un Français aussi typique que ce qu'on pourrait croire. Et puis d'autre part, je pense aussi parce que bah, tout simplement, ils sont plus calculables. C'est un tel bordel, il y a une telle explosion de l'esprit public que pour arriver à savoir comment tout ça va, cette espèce de soupe en, en mouvement brownien, si tu veux, cette entropie phénoménale, commence à un moment, ça peut dans un coin du bocal se cristalliser pour faire quelque chose impossible à prévoir. Voilà. En tout cas, une bonne nouvelle, c'est que le terrorisme musulman et les couteaux fous qui prennent, ou les voitures folles qui prennent possession de leur conducteur ou de leur utilisateur semblent ne pas ne pas être très fréquents en ce moment. Oui, ben, c'est d'ailleurs assez curieux parce que je ne vois pas en quoi le Covid serait supposé calmer Abdel la ceinture farceuse. Hein. Jusqu'ici, il n'y avait pas grand-chose qui le calmait. On va finir par penser que c'est parce que, comme en ce moment, on a d'autres moyens de tenir la population, on a d'autres peurs à agiter, on n'a plus besoin de celle-là, peut-être. Hein. Enfin, si je dis ça, je vais encore passer pour je sais pas quoi, on va dire, je suis complotiste, machin, mais bon. Non, mais j'ai rien dit. Non, non, non. Non. C'est un moment d'égarement. Alors justement, dans le complotisme, une plaisanterie à la mode aujourd'hui, en tout cas en ce début de mois d'août, c'est de poser la question qui, sans arrêt. Mais moi, j'ai envie de te poser la question pourquoi, qui me semble beaucoup plus intéressante en fait. Bah, oui, bon, alors on peut dire quand même deux mots sur qui, parce que c'est rigolo. Donc, en conclusion, dans le chapitre de conclusion, je crois, je crois que c'est son dernier livre, le sociologue, historien, je ne sais pas comment il se définit lui-même, Emmanuel Todd, a parlé de la nouvelle stratégie antisémite. Et pour dire en gros, bon ben, quand un pouvoir commence à se dire que ça sent le roussi pour ses petites fesses, en général, il se cherche tout de suite un bouc émissaire. Alors, il y a deux façons de le faire. La première consiste à dire c'est Shlomo, il est là, vous voyez, c'est pas moi, non, quoi que vous dites, les riches, non, 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 non. Les énarques, non, 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 non. La haute bourgeoisie en général, non, 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 non. Comment vous dites, le capitalisme, je sais pas ce que c'est, je suis au courant. Non, mais c'est Shlomo, c'est lui, il est là-bas. Bon. Ça, c'est une première méthode. Puis il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est à chaque fois que quelqu'un dit ah mais moi j'ai un problème avec les riches, avec le pouvoir, avec les énarques, avec l'oligarchie, avec le capitalisme, je dis non. Attendez, mais vous seriez pas antisémite vous? Ce qui est une autre façon en réalité, tout en donnant l'impression qu'on défend Shlomo, en fait Absolument. de le mettre au cœur du débat. Bon. Et c'est Ouais. exactement ce qui est en train de se passer en ce moment avec qui et ce genre de niaiserie. Bon, moi je t'avouerai que là j'ai arrêté parce que avec les obsédés antisèmes et les obsédés islamophobes et les obsédés de tout ce que tu veux, je veux dire, je parle plus parce que je sais que ça sert à rien. Donc simplement, je pense, on peut dire aux gens qui ne sont pas dans ces obsessions, effectivement, la bonne question, c'est pourquoi. Et entre autres, pourquoi qui? Pourquoi on nous met comme ça le focus sur qui? Finalement, là, avec une nénette là qui va se promener avec sa pancarte, on n'a rien à foutre de sa pancarte. Enfin, je veux dire, oui, ok, elle a fait une pancarte, moi aussi je peux le faire. Hein. Bon, imaginons que moi j'ai fait une pancarte en disant qui, point d'interrogation, réponse les Guatémaltèques. Puis je mets une liste de personnalités guatémaltèques dessus. Est-ce que tu crois que ça va faire chier quelqu'un? Est-ce que tu crois que l'ambassade du Guatemala va protester? Ils vont être tellement interloqués qu'ils vont rien dire. Par contre, là, effectivement, bon, oui, alors bon. Non, mais Là, disons, Macron
parce que clairement, derrière cette histoire, il y a le fait de montrer de montrer du doigt, comme tu dis, une communauté dont les élites sont très représentées dans les instances du pouvoir et dans ses courroies de transmission. Ça, c'est indéniable, personne ne le nie. En revanche, pas tous les enculés font partie de cette communauté, y compris en France. C'est évident. Tu regardes qui est derrière Macron concrètement. Bon, tu as la banque Rothschild. Effectivement, tu n'as pas que la banque Rothschild. Tu as aussi quelqu'un comme Bernard Arnault. Tu as aussi, en fait, à peu près Xavier Niel, et puis à des degrés divers, à peu près tous les grands noms du capitalisme français. C'est déjà la remarque que faisait Simone Veil sur le nazisme au début des années 30. Son rôle était de faire croire aux prolétaires allemands que tous les capitalistes étaient juifs, sous prétexte qu'il y avait effectivement beaucoup de juifs parmi les capitalistes. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est pas nouveau. C'est ça. Et non, mais c'est ce qu'on est en train de voir, et c'est quand même extrêmement malsain. Je veux dire, c'est un signal de plus que ça sent pas bon. Hein. Mais pour prendre un pays qui est très parallèle à la France en ce moment, bien que constitué complètement structurellement différemment qu'est l'Italie, mon pays d'origine, en Italie, il n'y a pas du tout cette représentation dans les élites et dans leurs courroies de transmission de la même communauté. Pas du tout, mais absolument pas. Et même en Angleterre, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ces pays, l'Italie notamment, elle est en train de suivre. Donc, moi, j'ai compris quel est le profil sociologique plus que ethnique. Ça, le côté ethnique m'importe moins. C'est le profil sociologique de ces gens qui sont au pouvoir. Mais en revanche, ce que j'ai de la peine, et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, c'est vraiment le pourquoi. Parce que cette crise, elle est globale, mais elle n'a pas été gérée de la même manière en Asie. Je reviens de quelques semaines en Russie, où c'est complètement différent. Il n'y a pas du tout cette hystérie, et surtout, les gens s'en foutent complètement, même si les lois, demandent au personnel de porter un masque, et puis les gens se sont fait faire une sorte de vaccin qui a l'air d'être totalement inerte, et puis qui fait son boulot, mais de manière pas du tout aussi controversée et dangereuse que celle que l'on retrouve aux États-Unis, en Occident en particulier. Et donc j'ai l'impression qu'on est dans des factions qui sont complètement pas coordonnées, et donc je ne comprends pas le pourquoi. Ben oui, tu sais, il y a un Maigret, un des ouvrages de Simenon, un de ses premiers Maigret, je ne sais plus lequel, c'est celui qui se passe, je crois, dans un port sur l'Atlantique. Et c'est très bizarre. Il y a plusieurs, je crois qu'il y a un meurtre, puis il y a des tentatives de meurtre, et tout ça paraît incohérent. Et Maigret conduit l'enquête, et à la fin, il explique comment il est arrivé à résoudre l'énigme. Et il y a cette phrase: quand on a affaire à une succession de meurtres ou de tentatives de meurtre qui paraissent incohérents, c'est probablement qu'il n'y a pas un, mais au moins 2 meurtriers. C'est pas sûr, bien sûr, parce que la même personne peut faire des choses totalement incohérentes, mais ce serait logique qu'il y ait 2 meurtriers, et que, en fait, on ait l'impression qu'on cherche depuis le début un meurtrier sans comprendre son incohérence, mais en fait, il y en a 2 qui sont probablement même ennemis. D'où le fait qu'ils ne tuent pas les mêmes personnes pour les mêmes raisons, voilà. Oui, c'est le genre de raisonnement qu'on peut tout à fait conduire. En tout cas, la situation est complexe, ça c'est certain. Moi, je pense d'abord que il y a une première question en amont qui est est-ce que tout simplement cette histoire de pandémie, c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un truc grave et dangereux, ce Covid? Alors. Bon, les statistiques sur le nombre de morts du Covid, si tu veux, hein, je ne sais plus où j'ai lu ça, il paraît qu'il y a un motard qui est mort à la suite d'un accident de la route. Comme il était positif au Covid, on l'a compté parmi les morts du Covid, tu vois. Donc, c'est totalement... parce que évidemment, vu le travail que j'avais fait pour le bouquin NRBC dans la partie biologique,
tous mes contacts qui m'ont été utiles pour rédiger ce livre dans les hôpitaux suisses et ailleurs, on est resté en contact toute l'année dernière et cette année. Je te confirme que depuis mars 2020 jusqu'à peu près en juin 2020, tous les gens qui sont morts avec la présence de Covid dans leur corps jusqu'à un mois après donc s'ils sont morts jusqu'à un mois après le dernier test positif, ont été comptabilisés morts de cette maladie, y compris les suicides. Ça a changé à partir de l'été 2020, puisque les morts étaient quasiment inexistants. D'ailleurs, sur ce point, le Center for Disease Control, donc le CDC américain, a sorti une statistique en début juillet 2021, cette année, sur les analyses des morts de 2020. Et ils ont montré que 64% des décès attribués Covid étaient sur des personnes qui avaient pas une, pas deux, mais 6 comorbidités. En premier chef, l'obésité, puis les troubles anxieux, puis je crois que c'était diabète, puis insuffisance rénale, enfin donc des gens qui étaient quasiment en train de mourir, peu importe l'âge, et la moyenne reste une moyenne de plus de 84 ans, c'est-à-dire au-dessus de l'espérance de vie. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a, mais c'est vrai qu'après tout, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres dans tous les sens de nos jours. Alors, bon, c'est pour ça que moi, les nombres de morts, je n'ai pas regardé. Par contre, j'ai regardé l'évolution de l'espérance de vie. Parce que là, si tu veux, c'est quand même un peu plus compliqué à truquer. Bon, ça peut être truqué, hein, tout peut être truqué, mais bon. Alors, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en France, l'espérance de vie a reculé en 2020. Je crois que c'est de 4-5 mois. Plus pour les hommes que pour les femmes, sachant que le Covid touche plus les hommes que les femmes. Alors, 4-5 mois d'espérance de vie en moins, est-ce que c'est majeur? En fait, non, parce que la grippe de 2015, c'était 2-3 mois d'espérance de vie en moins. C'est-à-dire qu'en France, en 2020, l'impact démographique du Covid, semble-t-il, c'est 2 fois une grosse épidémie de grippe. C'est-à-dire que c'est l'impact d'une très très grosse épidémie de grippe. Voilà. Alors après, ce qui relativise cette analyse, c'est que quand on regarde dans d'autres pays, il y a eu un gros recul de l'espérance de vie. Aux États-Unis, au Brésil, en Russie. Alors, ça ne m'étonne pas qu'en Russie, ils s'en foutent, parce que de toute façon, ce qui est très clair, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même rapport que nous à la vie, à la mort, à la notion de risque. Il suffit d'aller se balader sur YouTube, tu tapes Only in Russia et tu regardes les vidéos, tu es au courant, quoi. Voilà, c'est une autre culture, c'est une autre façon de voir les choses. J'ai une petite amie russe, je constate des comportements liés au risque très différents des miens. C'est bon. Alors, mais cela dit, il y a quand même eu un recul de l'espérance de vie assez significatif dans ces pays-là. Alors, est-ce que c'est dû au Covid? Alors ça, c'est aussi un autre problème, c'est-à-dire que aux États-Unis, ça fait plusieurs années qu'il y a régulièrement un recul de l'espérance de vie. Il y a une très 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 grave crise sanitaire et socio-économique aux États-Unis. J'ai lu récemment un bouquin là-dessus, Mort de désespoir, sur le désastre en fait à peu près pour les gens de notre génération, en gros, hein, surtout aux États-Unis. Enfin, ça a commencé déjà avec la deuxième moitié à peu près des baby boomers. Pour les gens de notre génération, et alors pour ceux qui viennent derrière, c'est encore pire. Ceux qui n'ont pas en gros fait des études supérieures et qui rêvent littéralement sur place, c'est une catastrophe. Est-ce que le fort recul de l'espérance de vie aux États-Unis est dû à l'accroissement encore de la crise des opioïdes et de l'effondrement du système sanitaire et des problèmes socio-économiques, ou est-ce que c'est dû au Covid? Ça, je ne sais pas. Ou la fermeture hospitalière l'année dernière. Ou les fermetures hospitalières, ou le fait de se retrouver au chômage dans un pays où il y a très peu de couverture sociale. Hein. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a fait mal, quoi. Alors, ça relativise le discours quand même de ceux qui disent que la crise n'existait pas du tout et qu'elle a été créée. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis et au Brésil, on voit quand même que quand c'est mal géré ou pas géré du tout, visiblement, il y a des conséquences démographiques quand même qui vont au-delà d'une simple très grosse grippe.
C'est-à-dire que le fait qu'en France, ça corresponde à une très très grosse grippe, vient peut-être aussi du fait qu'on a confiné, justement. D'un autre côté encore, si on analyse un peu mieux, on voit qu'il y a des pays qui ont moins confiné que la France, l'Allemagne, la Corée, le Japon, et qui s'en sortent encore mieux que la France. La Suède, ouais. Voilà, la Suède peut-être aussi, je ne sais pas. Parce que tout simplement, ils ont mis en place des dépistages précoces, ils ont fait ce qui est logique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiné tout le monde, ils ont confiné les gens qui s'avéraient être malades. Ils ont mis en place aussi autant que possible les moyens médicaux. En France, il y a une chose qui risque de faire grincer très fortement les dents, c'est que apparemment, depuis 1 an et demi, le gouvernement n'a pas remis en cause la politique dite de rationalisation qui débouche sur des fermetures de lignes, y compris en réanimation, tu vois. Donc en plein milieu de la crise du Covid, les mecs, apparemment, ils ont continué à réduire les services de réa. Ouais. Alors ça, quand même, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, bon. Donc tu vois, c'est un bilan contrasté, c'est difficile de tirer des conclusions fermes et définitives, mais enfin, l'image générale que j'en retire, c'est que ceux qui nous ont dit il faut rien faire du tout, c'est Trump et Bolsonaro qui ont raison, tout ça c'est de la connerie, ils se sont vautrés. Il fallait faire des choses. En Italie, je te donne une information intéressante, c'est qu'au cours de février-mars 2020, il y a à peu près 35 000 personnes qui sont mortes, des personnes âgées évidemment, par le fait d'avoir reçu, et aujourd'hui en Italie ça a été accepté comme ayant été une erreur médicale, ils ont reçu un médicament qui aggravait en fait la mort en fait des personnes qui étaient atteintes. Le Remdesivir, hein, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais qui est un relaxant musculaire. Je crois qu'il a été donné aussi en France à peu près. Il y a eu 40 000 cas de mort, mais je ne suis pas sûr qu'en France, ils aient admis que c'était une erreur médicale. En Italie, ça a été admis, et ils ont admis que voilà, c'est la faute à pas de chance, ils ne savaient pas, c'était le début de l'épidémie. Bon, moi j'ai un doute là-dessus, mais en tout cas, ils ont admis que sur les 130 et quelques mille morts, effectivement, il y en a bien 30 000 ou 35 000, je crois, qui étaient dus à cette erreur médicale, surtout en début d'épidémie. Et puis, le gouvernement s'est excusé et a dit, voilà, ben, on va faire en sorte que tout ça en sachant que démographiquement, et tu l'as dit, c'est vrai, ce sont des pays avec une très forte population âgée et où, coïncidence, certains médicaments qui se sont avérés être des traitements très très efficaces pris en début de maladie, comme ceux que le seul, je crois, en France qui en parlait, c'était ce docteur à Marseille, Raoult. Mais en Italie, ça a été le même cas. Et je sais qu'en Suisse, je peux donner un exemple entre un hôpital à Genève où systématiquement les malades ont été traités avec ces médicaments, donc chloroquine et ivermectine à partir de juin 2020, ivermectine, ça c'est certain. La mortalité a été très 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 faible à Genève, alors qu'à Lausanne, ils ont décidé de ne pas le faire, et là la mortalité a été beaucoup plus forte, à tel point que beaucoup de gens malades qui habitent Lausanne sont venus à Genève se faire hospitaliser. Et bon, on a eu assez peu de morts en Suisse, mais de manière générale. Mais en fait, il y a eu des bizarreries comme ça, qui dans certains pays ont été avérées et admises comme ayant été des erreurs. Alors, une faute avouée à moitié pardonnée dans ces cas-là, souvent. Dans d'autres, et je vois que c'est le cas en France, le tout est parfait, tout marche bien, il n'y a pas de questions circulées. J'ai l'impression, enfin, excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Non, mais tu as raison, c'est une information intéressante. Je pense aussi qu'il doit y avoir pas mal d'erreurs médicales, oui. Alors bien sûr, en France, non, tu ne vas pas t'attendre à ce que l'État les reconnaisse, parce que en France, non, l'État au pire, il va dire que les gens étaient responsables, mais pas coupables. C'était la formule qu'avait eue, je crois, Georgina Dufoy, ministre de la Santé, au moment d'un scandale des années 80 en France, qui s'appelait le scandale du sang contaminé, où, soi-disant pour ne pas stigmatiser certaines populations, on avait fait des collectes de sang dans les prisons, y compris parmi les Sidéens, avec comme résultat une véritable hécatombe chez les hémophiles. Pour la petite histoire, le Premier ministre à l'époque qui a été mis en cause, c'était Laurent Fabius. C'est l'actuel président du Conseil constitutionnel, c'est celui qui vient de valider la sanitaire. Responsable mais pas coupable, ça permet quand même de faire des belles carrières. Ben oui, c'est une chose qui est très amusante en France, si tu veux, c'est la réaction de notre gouvernement quand il y a des gens qui le mettent en cause. C'est-à-dire que
Bon, je te fais le film parce qu'il est vraiment drôle. En mars 2020, on a un ministre de la Santé, je crois que ça s'appelle Agnès Buzyn, qui vient Mhm. dire que le masque, ça sert à rien. En septembre 2020, on a un autre mec, c'est Olivier Véran, qui l'a remplacé, je crois, qui dit le masque, c'est obligatoire. En mars, je crois, 2021, le même Olivier Véran, comme un certain Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, déclare qu'on ne va jamais étendre le pass sanitaire parce que ce serait liberticide, on ne va pas faire ça. En juillet 2021, on a un président qui nous dit bah, on va étendre le pass sanitaire. Dans la foulée, il fait valider son truc par Laurent Fabius, qui est donc le mec du sang contaminé. Donc, tu vois, Laurent Fabius, problème sanitaire, tu vois, tu fais le rapprochement tout de suite, tu ne te sens pas à l'aise. Et quand tu as des gens qui disent ouais, bon, en fait, vous êtes sûr, vous voulez vraiment me trouer la couenne là, avec votre machin là eh ben, on les insulte, on les traite de cons, on leur dit qu'ils sont vautrés dans une beaufitude abjecte, ça c'est le patron de VSD qui a dit ça, et que ce sont des ennemis du progrès, c'est un ministricule, je ne sais plus lequel, qui a dit ça. C'est pour ça que je te disais, ça devient un asile d'aliénés, quoi. Je veux dire, à la limite, il faut rigoler, c'est Oh, drôle. Buzyn, elle travaille ici, elle a été promue ici à Genève suite à ses bons services Ah oui, oui, chez c'est vous. vrai. Oui, ah bah, si vous en voulez d'autres, on peut vous en envoyer des comme ça, hein. On Ça en a un. va, Hein. Oh là. ça va aller. On en a aussi des champions du monde chez nous, hein, mais bon. Ouais, voilà, bon. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est difficile aujourd'hui de savoir exactement ce qui se passe sur le fond, sur le plan sanitaire, mais que, bon, pour répondre à ta question, pourquoi? Hein. Pour moi, il n'y a que trois schémas explicatifs possibles. Premier schéma explicatif, hein, je dirais les trois schémas, ça dépend de ton degré de complotisme. Si tu es comme moi, un mec qui pense qu'en général, euh, quand on se demande si un truc est lié à un complot ou à la connerie humaine en barre, il vaut mieux parier sur la connerie humaine parce que le complot, parfois c'est vrai et parfois pas. Alors que la connerie humaine, c'est toujours vrai. C'est la constante. Et donc, si tu es comme moi, bah, en fait, si tu veux, c'est une crise probablement réelle avec des gouvernements qui sont peu capables de la gérer, qui sont soumis à toutes sortes de pressions contradictoires, qui sont soumis en particulier au phénomène quand même d'avoir des sociétés de vieux qui ont très peur parce que c'est un virus qui tue les vieux. Et dans les systèmes démocratiques, quand tu as des vieux qui sont très très nombreux et qui sont plus que les seuls à voter, tu n'as pas intérêt à te les mettre à dos. Et donc, ben, tu as des gouvernements ensuite qui partent dans une fuite en avant, et puis tu as différents lobbies qui tournent autour de tout ça et qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Les labos pour faire du fric, certainement. Les fanas de l'hypersurveillance pour vendre des solutions d'hypersurveillance dans tous les sens. Il ne faut pas s'approcher à moins de 10 mètres de Bill Gates, sinon il réussit à te coller une puce dans le cul. Bon, voilà. Mais il n'y a pas, y a pas de grand plan général. Le pourquoi, c'est juste à la base la connerie des dirigeants, combinée avec des magouilleurs dans tous les sens, et une sorte de névrose générale, de paranoïa du pouvoir, qui tend spontanément à aller, pas forcément de façon très coordonnée, mais à aller vers les solutions de mise sous contrôle de la population. Ça, on le sent quand même très fortement en France. Dès qu'il y a un truc à faire qui permet, qui est justifiable par le Covid et qui permet de mettre la population sous contrôle, notre petit Macron, il est dessus. Hein. Alors que quand il y a un truc à faire qui ne permet pas la mise sous contrôle de la population, voire qui coûterait des sous, alors là, non. Non, là, c'est pas urgent. Donc ça, on le voit bien quand même. Tu as un tropisme, tu vois. Mais c'est le premier niveau d'interprétation. C'est le mien à ce stade, hein, parce que tout ce qui n'est pas prouvé, je dois considérer qu'à ce stade, c'est pas avéré. Il faut l'envisager, mais c'est pas. Voilà. Non, c'est juste qu'ils sont nuls, ils n'ont pas été capables de gérer, ils n'ont pas été capables de gérer bien proprement comme ça s'est fait en Corée et au Japon, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et puis à partir de là, ils se sont laissés entraîner dans un truc et maintenant ils sont dans un délire où leur incompétence combinée à l'action de différents lobbies conduit à des décisions aberrantes. Bon, première interprétation. Deuxième interprétation,
Bah, moi, je peux pas m'empêcher de remarquer que, bon, je suis pas un génie, hein, bon, je suis qu'un mec qui a un niveau d'information de base, et j'avais fait une conf, c'était en 2019, lors d'un déplacement à Genève, d'ailleurs, je crois. Je crois que j'étais venu à Genève pour cette conf. Ouais, ouais, c'était organisé par EER 74, je crois, et c'était à Genève. J'avais fait une conf et j'avais dit, parce que voilà, j'avais dit, vous allez voir, à mon avis, il va y avoir un grand krach financier probablement en 2020. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais on le sent venir. Mhm. Et là, boum, le Covid arrive. Et alors, bah, du coup, oui, il y a un krach, mais c'est à cause du Covid. Ah, bah, alors là, du coup, il y a plein de gens qui auraient eu des comptes à rendre et qui n'auront pas de comptes à rendre. Et le crack, c'est un instrument de gestion de ces contradictions par le capitalisme, hein. Donc finalement, ça a un peu le même effet qu'une guerre. On peut faire de la dette, on peut solder les comptes, ça fait exploser les bénéfices des grands groupes, comme une guerre, hein. Sauf que c'est pas une guerre. Donc ça te met pas. Je note que les marchés n'ont jamais été aussi élevés qu'en ce moment, malgré 15% de perte de PIB, malgré une crise, malgré la consommation. C'est intéressant. Bah, c'est sûr, je veux dire, le gouverneur de la Banque de Suisse te filerait son carnet de chèques en me disant allez-y, mon ami, faites-vous plaisir. Toi aussi, tu ferais la nouba, hein. Je veux dire, bon, euh, bon, c'est pour ça. Donc, bon, c'est la deuxième remarque quand même au passage. Et là, tu peux pas t'empêcher de tenir. Attention, je dis pas que c'est le cas, hein. Je dis simplement, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu quand même à un moment des gens pour essayer d'organiser ce truc-là à la base pour, euh, pour gérer une phase de transition, peut-être un grand reset ou quelque chose comme ça. C'est la deuxième hypothèse. Alors après, tu as le troisième niveau de la paranoïa. Donc là, tu es dans le truc total, qui est que, bon, voilà, c'est le point de départ d'une politique systématique visant à la réduction massive de la population humaine par la mise sous contrôle de la santé par quelques grands groupes. Parce que finalement, une fois qu'on t'injecte des trucs, on peut t'injecter n'importe quoi, tu vois. Bon, Là, tu as vu les, c'est le niveau 3 de la paranoïa. J'ai un peu du mal à y croire, mais je dois reconnaître que, comme on doit tenir pour possible tout ce dont on ne peut pas prouver que c'est impossible, oui, effectivement, c'est possible. Je n'y crois pas, mais bon, c'est pas une, ça, j'ai pas de croire ou de pas croire, hein. Est-ce que c'est possible ou pas? À ce stade, rien ne me permet d'assurer que c'est impossible. Donc, voilà. j'avais gardé C'est les ça aussi trois niveaux. comme hypothèse. Et j'avais considéré comme étant des fakes ces vidéos où tu voyais des gens qui avaient des trucs qui étaient magnétisés à leur peau juste après le vaccin, jusqu'au jour où un ami en qui j'ai confiance m'a montré qu'effectivement, jusqu'à plusieurs heures après son vaccin, un boulon bien lourd tenait à son épaule magnétisé. Et là, je me pose la question, qu'est-ce qu'on te met dans ce vaccin qui est capable d'avoir du magnétisme pendant quelques heures, et là, clairement, toute l'hypothèse utilisation de 5G pour te traquer des micro-puces injectées dans le... C'est tout à fait possible, hein. On est capable de mettre des puces. Bon, là, on rentre dans un autre scénario où là, j'ai une objection qui est celle de dire de quel vaccin on parle, parce que clairement, en Russie, c'est pas le cas. Clairement, en Chine, c'est pas le cas. Euh, et puis, les dizaines de sociétés qui fabriquent des vaccins en Occident, je ne connais que celle de Pfizer-BioNTech qui a l'air de faire ce système-là, qui est celle qu'on pousse de plus en plus. Mais d'autres ne semblent pas être alors, et en plus, on parlait de qui. Donc, Israël, comme les Seychelles, je crois, et comme l'Angleterre, ont été des pays qui ont été très rapidement vaccinés, une très grande majorité de la population vaccinée, et par population âgée aussi en Israël, hein, on oublie de le montrer, il y a beaucoup de personnes âgées. Et là aussi, bon, tu vas me dire, les élites ne sont pas, s'en fichent hein, de l'ethnie de gens qu'ils utilisent comme cobayes, hein, ça ils s'en foutent. Mais c'est quand même très étonnant de voir que c'est les pays de l'Occident
qui ont l'air d'être focalisés sur cette histoire-là. Et je ne peux pas parler de l'Amérique latine ou de l'Afrique. Je n'ai pas de données ou de chiffres sur qui et comment et par quoi ils ont été vaccinés, s'ils se font vacciner dans ces pays-là. On est dans des populations beaucoup plus jeunes, donc probablement avec moins de mortalité. En Afrique, je pense effectivement que, bon, vu la pyramide des âges, Ouais. bon. En Amérique latine, la pyramide des âges commence à être quand même moins jeune. Il y a une obésité gigantesque en Amérique latine, tout comme en Arabie Saoudite, où il y a beaucoup de morts, proportionnellement. Bon, bah oui, tu sais, je te ferai un aveu, hein, c'est que bon, moi j'ai été obligé de prendre ma première dose de vaccin, je prends la deuxième dans quelques jours. J'ai pas le choix, parce que si tu veux, dans mon cas, je suis baisé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Si j'ai pas ma dose, il y a un certain nombre de trucs que je dois absolument faire que je pourrais pas faire, entre autres le fait que j'ai des personnes très âgées dans ma famille. Et, ça c'est vrai. Éventuellement, si je dois les accompagner à l'hôpital, ce genre de trucs, enfin bon, c'est. Va prendre des vacances en Russie, fais-toi vacciner avec le Spoutnik, il a l'air d'être sans effet secondaire majeur. Mais je crois que ça marche pas pour le pass sanitaire en France. Je crois qu'il non, pas pour le pass sanitaire, mais ça marche pour la santé. Ah non, mais c'est pas pour la santé que je me suis fait vacciner, c'est pour le pass sanitaire. Parce que si t'as pas le pass sanitaire, si tu veux, pour dire les choses simplement, si mon père ou ma mère vont à l'hosto. Ah, tu peux pas. Ouais. Et voilà. C'est-à-dire que c'est un système, si tu veux, où on te dit en gros, tu vas te faire vacciner, sinon tu peux même pas accompagner tes parents très âgés, éventuellement à la fin de leur vie, tu vois. Mm-hmm. Bon, bah, tu feras le test du boulon et si ça se passe pas, bah, j'étais très heureux de t'avoir connu. Pardonne-moi cet humour, mais fais gaffe quand. Gros, tu sais, tu peux y aller, hein. Je veux dire, je sais pas. Ça m'empêchera pas. Si j'ose dire, la mort ne m'empêche pas de. C'était une exclusive, la dernière interview de Michel Drac Non, je suis déjà mort. Et n'oublie pas que je suis déjà mort, de toute façon. Donc, ça a été annoncé sur Internet. Alors, nous sommes tous déjà morts et c'est avec cet esprit-là qu'il faut avancer dans la vie, en sachant que de toute façon, nous ne sommes qu'éphémères. Néanmoins, dans cette hypothèse, donc pour nous remettre sur les rails, humour à part, hein, évidemment, dans cette hypothèse-là, ce qui me paraît étrange, donc je vais me faire l'avocat du diable dans cette situation-là, c'est que vouloir supprimer les personnes les plus productives, parmi les personnes les plus productives du monde, alors certes, l'Occident n'est plus ce qu'il était, c'est quand même, là, c'est pas moins 10% de PIB dans des pays super endettés qu'on est en train de, parce qu'on parle des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Espagne, de la France, etc., l'Allemagne en partie, les Benelux. Là, on tape dans du vif. C'est pas, on tape surtout sur les gens qui acceptent le plus cette vaccination. Ce sont les cadres, ce sont les têtes pensantes de l'économie globalisée, en tout cas en Occident, pour la partie occidentale. Et là, subir même 5% ou 10% de pertes dans cette population-là. Alors, pour les vieux, certes, ça renfloue les caisses de pension et de retraite, mais pour les personnes dans la force de l'âge, les cadres, tu vas me dire, personne n'est remplaçable, mais enfin, on a quand même, on taperait dans des forces vives de la globalisation et des élites. Donc, je ne sais pas si leur vaccin est fait pour tuer des gens. Ça me paraîtrait quand même assez illogique, effectivement. Moi, honnêtement, hein, je veux dire, pour l'instant, je reste sur, a priori, le degré 1 de la paranoïa, c'est-à-dire en gros un mélange de stupidité, d'incompétence. Alors là, par contre, j'en suis sûr. Hein. Je veux dire, j'ai aucun doute. Je veux dire, les degrés se peuvent s'empiler. Voilà. Et après, dessus, les actions diverses de lobby. Et honnêtement, je veux dire, quand je me suis fait trouer la couenne avec leur vaccin à la con, là, je me suis pas dit, ah putain, on est en train de m'injecter une puce, ou ah putain, ça y est, c'est l'apocalypse, ou ah putain, c'est le grand complot mondial qui est en train de me rentrer dans l'épaule. Non, je me suis dit simplement, donc en fait, les mecs là qui sont en train de me mettre un truc dans l'épaule, c'est les grands labos pharmaceutiques qui ont orchestré la crise des opioïdes aux États-Unis.
les scandales du Mediator, d'autres trucs, d'accord, et les types qui étaient chargés de les contrôler, c'était des crétins comme Yvan Attal, avec des gugus comme Laurent Fabius pour diriger l'ensemble de l'orchestre. Et ça me rentre sous la peau, tu vois. Et en gros, je me suis pas dit, je vais tomber victime du grand complot mondial. Je me suis dit, si ça se trouve, je vais tomber victime de la connerie humaine combinée avec la pourriture financière à l'état pur, tu vois. Honnêtement, à ce stade, c'est ce que enfin, expérience de Français obligés de se faire vacciner à cause du régime sous lequel ils vivent, c'est ce que je me suis dit, tu vois. J'ai pas redouté le grand complot mondial, j'ai juste redouté la connerie en barre à l'état pur. Voilà. Mais peut-être je me trompe, hein. Peut-être qu'il faut monter au niveau 2, voire au niveau 3, j'en sais rien. Il y a le niveau 4 qui est le niveau idéologico-spirituel. C'est que là, il peut y avoir, entre les transhumanistes et simplement les fous du ciboulot d'un point de vue. Ah oui, on est d'accord, il y a des barjots dans le circuit en plus. Ouais. Ah, ouais, Oui, il y en a. Alors, tu as écrit il y a quelques années Triangulation. Je crois que c'est le dernier livre que tu as sorti. Tu en avais écrit d'autres précédemment qui parlaient de ces crises qui arrivent, qui s'accumulent, qui grandissent. Et dans Triangulation, tu nous mentionnais plusieurs scénarios. Évidemment, cette crise du Covid, depuis bientôt 2 ans où tu as cessé de faire tes vidéos régulières, évidemment, ça a tout chamboulé les scénarios. Comment, dans les différents scénarios que tu avais prévus, comment cette crise les amplifie ou les réduit, à ton avis? Bah, en fait, bon, le bouquin où j'ai fait les scénarios, c'était voir Macron. Bon, peu Ah importe. oui, je confonds. Et, donc, j'avais fait ces scénarios, j'en avais imaginé 8 en combinant 3 hypothèses, c'est-à-dire, je crois, est-ce que la zone euro va exploser ou pas? Est-ce qu'il y aura un grand krach financier ou pas pendant le mandat d'Emmanuel Macron? Et est-ce qu'il y aura la paix ou est-ce qu'il y aura la guerre? Donc, est-ce que la zone euro va exploser? Non. Ils ont réussi à la faire tenir. Alors, bon, entre nous, elle tient, mais déjà enfin, ça s'effrite sur les bords. On comprend d'ailleurs même plus très bien ce qu'ils font. Je veux dire, ça devient complètement habitable. Les Italiens envisageaient plus ou moins de monétiser, si j'ai bien compris, une partie de leur dette à court terme. Enfin, bon, c'est un euro qui commence un petit peu, on sent qu'il fuit par les côtés, tu vois. Il est incontinent, hein. Enfin, il tient encore. Est-ce que il y aura une grande crise financière en 2020? Oui, bah ça oui, la réponse est oui, hein, on l'a eu. Alors elle a pris une forme effectivement inattendue avec le Covid, mais enfin elle a eu lieu. Voilà. Donc il y a une explosion des dettes publiques. Alors le paradoxe, c'est qu'effectivement, c'est une crise bizarre dans la mesure où elle ne s'accompagne pas des conséquences des crises classiques. Alors, ces conséquences macroéconomiques ressemblent plus aux conséquences des guerres. C'est assez curieux, mais ça se produit. Alors, est-ce qu'il y a une guerre ou pas? Ah, ben là, en fait, je ne sais même pas répondre. Je ne sais même pas répondre. Je ne sais même pas aujourd'hui dans quelle mesure les États-Unis et la Chine, avec la Russie amarrée à la Chine, ne sont pas déjà en fait entrés en guerre ou pas. En fait, j'en sais rien. J'arrive même pas à le dire. C'est bizarre. C'est un truc, voilà. Donc, dans mes scénarios, de toute façon, ça nous conduit visiblement vers le scénario numéro 4, qui s'appelait la grande spoliation. C'est-à-dire, en gros, comme il y a une grande crise financière, il y a une explosion des dettes et il faut le compenser. Comme il y a une zone euro qui tient, une structure d'ensemble du pouvoir qui tient dans l'ère occidentale, il va falloir que quelqu'un règle la note. Et donc, qui on va faire payer? Alors, on ne peut pas faire payer les pauvres, on leur a déjà tout pris, donc c'est plus possible. Bon, on ne va pas se mettre à faire payer les riches quand même. Ils ne sont pas là pour ça. Hein. Ah non. Tu sais, c'est comme l'explique, je crois, c'est Louis de Funès dans La Folie des grandeurs. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, c'est fait pour être très riches. Voilà, et la vie. Donc, si on enlève de l'argent aux riches, ils sont plus très riches. Bon. Donc, alors, qui reste au milieu, là, qui peut servir pour un beau citron à presser? La classe moyenne. Et donc, la grande spoliation, c'est la grande spoliation de la classe moyenne. Je pense que c'est le truc qui va être au programme dans les années qui viennent. Je pense que ça va commencer là, bientôt, là, dans pas longtemps.
Sous quelle forme exacte, ça dépend. On peut se faire manger à plusieurs sauces, hein, mais je vois bien une combinaison entre une fiscalité confiscatoire et une inflation non accompagnée sur certains salaires. Ouais, on peut faire des trucs très rigolos là. Voilà, et puis si jamais les gens commencent à se révolter, bah, ils seront antisémites. Hein, voilà, ils seront antisémites. Puis si ça suffit pas, ils seront racistes. Hein. Et puis une fois qu'on leur aura mis de gigantesques émeutes interethniques sur les bras et qu'on aura engagé la moitié des pauvres pour tuer l'autre moitié, on sera tranquille là-haut. Bah oui, bah oui. Mais c'est vieux tout ça, c'est comme à Guignol, spectacle permanent. Voilà. C'est clairement une des stratégies qui peut être mise en place et qui peut être déclenchée à partir de septembre, d'autant que nous attendons de l'inflation. Je la vois dans plusieurs industries de transport, de fret, notamment, où les containers sont de plus en plus chers, où les transports de l'Orient à l'Occident sont de plus en plus coûteux. Et cette inflation, elle va se répercuter là très vite dans les biens de consommation et dans l'alimentaire, surtout qu'on a eu des mauvaises récoltes cette année. Donc là, ça risque de bouger, de faire bouger les gens dans la rue. Et puis, ben, comme le savait très bien Napoléon, les gens dans la rue, c'est des bonnes cibles pour la répression. Donc, on sait, mais en revanche, l'imprévu peut toujours arriver. Tout à Le fait. Ça, dérapage, il peut aller dans tous les sens. Il n'est pas que dans un sens. ah, bah ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est pour ça que je ferai pas de pronostic. Là, je m'amuse à imaginer un scénario, mais je n'aurai pas la forfanterie de croire que je peux simplement émettre, comment dire, l'ombre d'une prévision. Hein. Dans un contexte comme ça, non, c'est pas possible. Alors, une question à propos de la Chine, parce que Jean Robin, que tu connais depuis longtemps, a écrit pas mal de livres assez bien documentés pour montrer, alors je ne suis pas d'accord avec toute l'hypothèse, mais en tout cas, a montré un niveau de corruption et d'influence du Parti communiste chinois sur beaucoup d'élites occidentales et que cette crise a des traces de doigts du Parti communiste chinois dans beaucoup d'endroits. De là à aller vers son hypothèse qui est de dire cette crise est déclenchée par la Chine, je n'arrive pas à avoir les preuves. Euh, Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah, d'abord, je voudrais faire une remarque, c'est que si j'étais le général commandant l'armée populaire de libération et que le nouveau grand timonier Xi Jinping me convoque dans son bureau et me dise c'est maintenant qu'on va tous les niquer, et pour ça on a besoin de répandre un virus dans le monde, sachant qu'il n'y a rien de plus facile que d'aller répandre un virus ailleurs, je n'irai pas le répandre juste à côté d'un laboratoire de guerre bactériologique de l'armée populaire de libération. Ou alors c'est que je suis extrêmement malin et que je me dis, comme cet imbécile de Drac en Europe va se dire que puisque sa sortie à côté d'un laboratoire de notre armée, ça prouve qu'en fait c'est pas nous qui l'avons fait si ça a été fait volontairement, je vais faire ça. Comme ça, il va croire que, et voilà. C'est la thèse de Jean Robin. Euh, Ça me paraît quand même. Oui, peut-être, mais enfin là, franchement, je ne sais pas comment s'appelle le général en chef chinois actuellement, mais c'est Sun Tzu au carré alors. Hein. Bon, oui, peut-être. Bah, ce qui est sûr, par contre, ça c'est tout à fait exact, c'est que bien entendu, il y a maintenant une influence très importante chinoise sur l'Europe. Euh, Pas que sur l'Europe d'ailleurs, hein, sur tout le trajet des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. La Chine, c'est vous voulez un port? Moi, on vous le paye. Vous voulez une usine de machin, de trucs, de bidule? On vous la paye. Mais, attention, maintenant,
vous nous devez, bon, en gros, pour faire simple, la clause de la nation la plus favorisée, vous nous devez, que vous allez nous acheter nos armes, enfin, voilà, honorable l'on est, oui, vous êtes un peu un protectorat, presque une colonie. Mais ça, c'est pour plus tard. Bon. C'est un peu ça, hein, leur truc. Bon, on peut pas leur en vouloir, hein, je veux dire, ils sont tout simplement en train de se préparer à faire ce qu'on a fait, nous, par le passé. Bien fait pour notre gueule si ça nous revient dessus, hein. C'est comme ça. Mais bon, de là à imaginer, encore une fois, tout ce qui imagine, si tu veux, un grand complot général, qu'il soit juif, qu'il soit chinois, qu'il soit jésuite. J'ai rencontré un mec qui croyait au grand complot des jésuites. Ils ont une couche là, je crois. Ouais, ouais. Ils sont partout les jésuites. Ouais. Surtout dans les médias français. Ah ouais, ça. Donc, bon, oui. Encore une fois, je reste à mon niveau 1. À la base de la connerie à l'état brut, combinée avec des petites magouilles de mecs obsédés par le pognon, ce qui n'empêche qu'effectivement, je dois tenir pour possible l'existence d'un niveau 2 entre guillemets complotiste et même d'un niveau 3 exterminationniste. Ne pouvant pas prouver qu'ils sont impossibles, je dois les tenir pour possibles. Donc je dirais par rapport à la thèse de Jean Robin, c'est possible. Après, il faut le prouver. En tout cas, il faut avoir un faisceau d'indices convergents suffisamment lourd pour que la thèse devienne plausible. Peut-être. Beaucoup de femmes, notamment, craignent la vaccination pour les enfants. Et une partie de la population, y compris donc des gens vaccinés, se dresse contre cette utilisation de passes sanitaires. Est-ce que dans ces... Personnellement, c'est pas parce que je suis obligé de me faire vacciner que je suis pour le pass sanitaire. Clairement, ça me paraît un truc vraiment disproportionné, et surtout ce qui est très malsain, c'est qu'à mon avis, c'est fait pour obliger les gens à se faire vacciner, mais sans rendre le vaccin obligatoire. Parce que à la limite, Macron aurait rendu le vaccin obligatoire, je le tolérerais beaucoup mieux. Parce que ça voudrait dire en gros qu'il dit « je suis le chef, je prends mes responsabilités, je vous dis que vous allez faire une chose, c'est un ordre, vous exécutez parce que le pays est en état d'urgence, etc. » Auquel cas, d'accord, tu as pris la responsabilité, t'assumes, si ça tourne mal, tu t'expliqueras. Mais là, il ne fait pas ça, tu vois. Là, en gros, il nous met en situation d'être obligé de le faire, tout en pouvant dire « mais je vous ai laissé libre ». Ça ne me plaît pas. Hein. Bon, bref, c'est fait pour durer parce que visiblement les bornes qu'ils ont installées, c'est pas pour 3 mois, c'est des bornes qui sont censées durer longtemps dans les chemins de fer, Enfin, moi, tu me vois plus en France en train ni en avion, c'est une évidence, ni dans un hôtel. Voilà, moi je viendrais à pied, en voiture, à vélo, n'importe, mais pas. C'est comme ça. Le vaccin sur les enfants, en revanche, est effrayant pour beaucoup de gens, pour beaucoup de parents, pour beaucoup de mères, qui me rappelle ce phénomène qu'on a vu en Sicile, peut-être tu t'en souviens, dans les années 80, lorsque ce sont les mamans siciliennes qui se sont dressées contre la mafia du fait de voir leurs enfants, évidemment, prendre les drogues. Tu te souviens, au début des années 80, il y avait ces problèmes d'héroïne. Et la mafia, en fait, a reculé sur il fallait le faire. Pour que la mafia recule sur le trafic de drogue, il a fallu que les maires siciliennes descendent dans la rue, alors qu'elles ne reculaient pas face à l'État, qu'elle avait corrompu. Et donc, je me demande si là, on a un phénomène, lorsqu'on touche aux enfants, parce que c'est charnel, qui peut avoir un impact très important en septembre-octobre, ou alors... même ça ne suffira pas pour que les gens bougent vu le niveau de la population aujourd'hui. Parce que les enfants ne sont pas touchés par cette maladie du tout. Là, je crois qu'en pratique, c'est les adolescents qui sont touchés, enfin qui sont concernés par la mesure. C'est-à-dire que je crois que c'est à partir de 14 ans ou 13 ans que les gosses vont devoir être vaccinés. Clairement, ça énerve les mères de famille. Bon, après, moi, je te dis encore une fois, il y a tellement de choses qui peuvent se produire par hasard
Par hasard, imagine, tu vois, il y a une manif de mères de famille parce que, je crois, elles sont pas contentes parce que leurs gamins ont dû se faire vacciner et il se passe rien. Il se passe rien, tu as des mères de famille qui sont là, qui manifestent, puis voilà, elles sont quelques milliers. Puis bon, elles sont contentes, elles ont participé à cette cérémonie bien française qui est je marche quelques kilomètres en gueulant, je conclus par une merguez CGT, hein, la mythique merguez CGT, sans laquelle les manifs auraient 2 fois moins de clients à mon avis, et ensuite je rentre chez moi. Bon ben voilà, et puis qu'est-ce que tu veux, ben, c'est tout, c'est fini. Maintenant, deuxième hypothèse, il y a la même manif, sauf que, va savoir pourquoi, il y a des mecs qui se sont infiltrés là-dedans, ça tourne à la baston, ça dégénère. Il y a un flic qui pète un câble et qui tire. Tu as 3 ou 4 mères de famille qui se prennent un pruneau. Alors là, effectivement, ah, changement d'ambiance. Bon, les médias n'en parleront pas. Bah ouais, mais tu sais, aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec YouTube, que les médias en parlent ou pas, ça change plus grand-chose. Hein. Donc ça, c'est aussi ça qui rend les choses totalement incontrôlables. Hein. On peut pas savoir. Hein. L'autre, Vraiment pas savoir. deux scénarios que je voulais auxquels je voulais te soumettre. Alors, le premier, plus sérieux, le deuxième, plus imprévu et cocasse. Le premier, c'est que pendant l'Empire romain, il y a eu un moment où les empereurs étaient très faibles et étaient en fait remplacés par la garde prétorienne. Est-ce que, tant aux États-Unis qu'en France, nous n'allons pas vers une situation où finalement ce sont les forces de l'ordre qui permettent au pouvoir de rester en place face à la population, qui deviennent les kingmakers. Je ne le crois pas, mais c'est une hypothèse. Première hypothèse, est-ce que ça pourrait venir? Deuxième hypothèse, imagine, alors je sais qu'il faut de l'imagination, imagine un président de la République dans une partouze homosexuelle, overdose de cocaïne, il y reste. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc la première question, tu peux me rappeler ce que c'était exactement? Oui, je t'ai troublé avec la deuxième. La garde prétorienne, Oui, qui, ouais, qui pour impose l'instant. sa volonté au pouvoir. Garde prétorienne, c'est pas forcément les CRS. Hein, en France, c'est des grands, c'est autre chose, je pense. Hein. Bah, pour l'instant, Macron, apparemment, et sa bande, là, quand même, ils se sont bien rapprochés de gens qui gèrent les sociétés de mercenaires privés. Il doit y avoir des raisons. Hein. Je ne sais Mhm. pas si aujourd'hui, tu as beaucoup, effectivement, de gens dans les forces de l'ordre, dans l'armée. Enfin, moi, il y a quelques années, j'avais discuté avec un officier français, un officier de troupe, mais comment dire, qui avait vu beaucoup de choses peu de temps avant, quoi, puisque c'était un type de terrain, on va dire, et qui avait résumé sa condition en disant, ben, en fait, quand tu es officier dans l'armée française aujourd'hui, en opération extérieure, tu es la pute de Total. Donc, je pense effectivement que c'est pas des mecs, si tu veux, qui sont dupes. Hein. Je veux dire, ils ont bien compris à quoi ils avaient affaire. Je sais pas. Mais il y a les sociétés de mercenaires privés. Il y a bon. Moi, je pense aujourd'hui un mec comme Macron, si tu veux, celui qui l'a fait et celui qui peut le défaire, c'est Bernard Arnault et la banque Rothschild. C'est l'argent. Tant que Mhm. l'argent est capable de s'acheter les mercenaires, l'argent tient l'affaire. Effectivement, si on arrive dans un bordel tel que les mercenaires disent au fond, pourquoi j'irais me demander un salaire à cette couille molle de machin ou bidule là, alors que bah, c'est open bar. Hein. Si je vais prendre le truc, qu'est-ce qui va m'arrêter? Là, effectivement, ça pourrait changer. Ça pourrait changer. Mais on n'en est pas là pour l'instant, je crois. Je crois qu'on n'en est pas là encore. On peut y venir, hein. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là. Quant à la deuxième hypothèse qui m'a effectivement perturbé, euh, donc il meurt, hein, c'est ça, overdose de cocaïne dans une partouze. Ce ne serait pas le premier. Homosexuel en plus. Ah Hein. bah forcément. Dans ce cas-là, oui. Pourquoi tu peux mourir d'une overdose de cocaïne dans une...
Partout hétérosexuels. Je parlais de, oui, et c'est arrivé à des présidents de la République française dans le passé de mourir dans les bras de prostituées, de femmes et d'autres. C'est arrivé plusieurs fois. Mais là, je sais pas, je vois bien ce scénario-là. Enfin, je sais pas pourquoi, mais comme ça, mais je me comprends. Bah, oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il est mort. Donc, évidemment, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va pas nous expliquer qu'il est mort dans une partouze homosexuelle avec une overdose de cocaïne. Il sera mort d'une crise cardiaque liée à la charge énorme, n'est-ce pas, de ses responsabilités. Et puis, on le remplacera par un autre en essayant d'en trouver un peu moins partouzard et un peu moins cocaïnomane pour qu'il dure plus longtemps. Tu veux que c'est là où Fabius dit moi, ou DSK revient. Ah non, DSK, lui, non. Ouais, parce que non, on est désolé, mais je suis pas un cocaïnomane. Oui, non, mais t'es tellement partouzard, casse-toi. C'est vrai, c'est connu. Non, mais tu sais, je veux dire. Alors, il y a un truc quand même sur les Français. Hein, Dominique, si tu nous regardes. Il y a un truc à savoir sur les Français, c'est que, je veux dire, le mec peut être pédé comme un phoque. Alors, on s'en fout d'ailleurs. On s'en fout. Je veux dire, il peut être partouzard à donf. On s'en fout. Bon, cocaïnomane, c'est un peu plus embêtant parce que ça rejaillit forcément assez fortement sur son comportement. C'est une des choses, à mon avis, qui ont plombé Sarkozy. Ça c'est vu quand même. Ouais. Sarkozy avait quand même des phases up et des phases down qui étaient quand même bien caractéristiques. Il y avait des cas où pratiquement on se disait mais qu'est-ce qu'il s'est mis du maquillage, puis il est poudré là au bout du nez, t'as vu? Bon, ça craignait un peu là. Mais bon, tu sais, je veux dire, à un certain niveau. Chirac aussi, il était cocaïnomane. Chirac fonctionnait à la coque, Sarkozy. Alors l'autre là, le nouveau là, sûrement oui aussi. Mais lui, de toute façon, il est tellement bizarre que je le soupçonne d'être capable d'halluciner sans avoir besoin de produits chimiques, tu vois. Je veux dire, c'est un mec, ça fait 4 ans que j'essaye de décider s'il est tellement intelligent que j'arrive pas à comprendre comment il est intelligent ou s'il est juste à la base un peu con. Et finalement, plus ça va, plus je me dis quand même à la base, il doit être un peu con, je pense. Il a l'intelligence des médiocres, en fait. Tu vois. Et non, je le vois pas nous offrir une fin comme ça. Non, ça serait trop rock'n'roll pour lui. Ça serait non, il n'en est pas capable. Sarkozy aurait pu faire ça, oui. Chirac, ouais, Chirac, lui, bon. Mais l'autre, non, là. Non. Il aura même pas l'élémentaire courtoisie de nous offrir un moment de rigolade. Il va nous faire chier jusqu'à la fin. Alors, revenons à du concret. Ouais. En tant que population, qu'est-ce qu'on fait? Nous, là, maintenant, là, si tu veux, nous là, maintenant, on peut pas faire grand-chose, concrètement. Enfin, je veux dire, moi, disons, là, je pense qu'il est évident qu'on a en face de nous un pouvoir qui est engagé dans une fuite en avant. Donc là, il faut faire vachement gaffe parce que ça veut dire que si tu te rebelles, ça va très vite aller très loin, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est plus dans la situation où on était il y a encore quelques années, où on pouvait se dire on se rebelle un peu, puis comme ça, ils vont comprendre que là, ils ont tapé un peu trop fort, ils vont se calmer. Je pense que là, maintenant, non, c'est plus tout à fait pareil. Donc, c'est simple, où on se soumet ou on se rebelle. Donc la question, c'est à quel moment on franchit la ligne rouge à partir de laquelle il faut se révolter. Moi, je vais te dire, par exemple, si je prends l'histoire du pass sanitaire et du vaccin, finalement, leur histoire, là, ça peut avoir 3 conséquences concrètes. Première conséquence concrète, dans 3 mois, plein de pays en Europe se reconfinent, et pas la France, parce qu'on s'est tous fait piquer vu qu'on n'avait pas le choix. Et à ce moment-là, moi j'aurais tendance à dire, c'est que, à ma grande surprise, Macron apparemment a pris une bonne décision. Bon, il semblerait peut-être, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça en a l'air.
Et donc, bon, bah, on va pas se rebeller. Je veux dire, il a été autoritaire, mais il est le chef, il a le droit. Si ça marche, son truc, bah, c'est qu'il a pris la bonne décision. Donc c'est un bon chef, autoritaire, mais il a pris la bonne décision. Deuxième possibilité, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on s'est tous fait piquer, puis dans 3 mois, il revient en disant bon, bah, merci de tous vous êtes fait piquer, mais on va quand même reconfiner. Alors, bon, on va pas faire la révolution pour ça. Enfin, en gros, on va lui dire bon, t'es gentil, mais tu te prends par la main, tu t'emmènes promener plus loin parce que là, tu t'as merdé, quoi. T'es pas bon. Donc, il faudra faire autre chose, tu vois. Mais tu vas pas te rebeller pour ça. Tu vas pas te rebeller pour une piqûre si elle n'a pas de conséquences. Troisième possibilité, il y a des effets secondaires graves. On apprend en quelques mois qu'il y a des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui étaient bien portantes et qui sont tombées gravement malades à cause de cette connerie. On a déjà atteint ce stade. La question, c'est si c'est des millions. Parce que des dizaines de milliers de gens qui sont morts de la piqûre, il y en a déjà. En revanche, ça reste un pourcentage infime. C'est prouvé ça ou pas? Alors là aussi, autant on a mis tout le monde dans l'eau quand il s'agissait du Covid, là, personne ne veut considérer, et d'ailleurs moi-même, je suis le dernier à me jeter là-dessus, parce que même quand on dit mon fils est mort, il avait 22 ans, il a été piqué la semaine dernière, comment savoir? Comment savoir? Mais on pense que c'est quand même un pourcentage relativement faible pour l'instant, mais il est quand même, on a passé le cap de plusieurs dizaines de milliers de morts, ça c'est certain. En revanche, c'est sur des dizaines de millions de gens. Donc ça reste petit. Parce que si tu veux, si le taux de mortalité associé au vaccin est vraiment élevé, Prenons là, 5%. combien? Prenons un 5%. Si un 5%. 5% de 30 millions de vaccinés, double ou triple, peu importe, en prenant un cas comme la France, 30 millions de personnes vaccinées à 2 fois, 5% de mortalité, 500 000 ça morts. fait 1,5 million. C'est gigantesque. Ouais, non, mais ça, là, si c'est le cas, c'est que c'est tout. La classe dirigeante doit être éliminée. Ok. Voilà. Ça, non, mais c'est évident. C'est-à-dire, s'il y a C'est 1,5 million morts à 5%. cause de ça, c'est tout. 5%, c'est énorme. C'est énorme. C'est tout. Mais bon, Non, mais il n'y a pas de discussion. C'est tout. Ça veut dire que c'est eux ou nous. Ou de toute façon, là, il n'y a plus de discussion. Après, si, bon, ben, il y a eu des accidents, bien sûr, voilà, bon, ok. Mais si c'est 5% des gens qui ont été piqués qui meurent à cause de ça, si ça apparaît clairement, là, je peux te garantir qu'on les liquide. Totalement. bon, ben voilà, au moins ils sont prévenus. Ah non, mais c'est certain. C'est certain. Là, je n'ai absolument aucun doute là-dessus. S'il y a une catastrophe sanitaire de cette ampleur, ils y passent tous. C'est tout. Bon, ça paraît énorme, hein, 5%. Mais bon. Ah, mais là, non, mais là, c'est sûr, si tu veux. C'est sûr. Mhm. Parce que là, on change de dimension, on change. Là, tout change. Je comprends. Je veux dire, avoir un président qui se prend pour Napoléon alors qu'il a à peu près le niveau d'un étudiant de Sciences Po, ça nous fait passer pour des cons, mais c'est tellement classique qu'on a l'habitude maintenant, ça nous énerve pas. Bon. Qui nous oblige à nous vacciner? Bon, on est tous, je veux dire, massivement dans la population, on est très dubitatif. Mais bon, je veux dire, il y a quand même un vrai problème, il y a une vraie crise, il a pris des décisions, c'est lui le chef, ok. Mais ça se termine par 1,5 million morts. Alors là, je te jure, hein, j'en suis certain, tous ceux qui ont trempé dans l'affaire, ils y passent. Parce que si tu veux, là, on est dans la configuration, dans l'état d'esprit, tu vois, que devaient avoir les ouvriers de Saint-Pétersbourg en 1917, quand ils étaient au courant que leur frère était sur le front en train de se faire transformer en steak tartare, pendant qu'ils voyaient les petits messieurs de la cour et les affairistes danser à leur porte. Alors là, Mhm. si on est dans ce contexte-là, ça se passera comme à Saint-Pétersbourg en 1917. Mais hey, on en est encore très loin. Ah oui, on n'en est pas là. Nous autres qui nous préparons depuis des années à la crise économique, à l'autonomie, à vivre à la campagne, etc., est-ce qu'on a bien fait jusqu'à présent? Ben, moi, si tu veux, je constate que je vis à la campagne et je suis très content de vivre à la campagne. Hein. Je veux dire,
j'ai eu quelques expériences. Tu sais, je travaille à Paris une partie du temps et je vis par ailleurs à la campagne. Donc je vais à Paris, enfin avant, sauf en période de confinement où j'étais en télétravail 100%. Sinon, je vais à Paris 2 ou 3 jours par semaine pendant la journée. Puis le reste du temps, je vis à la campagne. Mais c'est le jour et la nuit. Je me porte bien mieux, je me sens bien. Tu sais, je veux dire, Paris aujourd'hui, tu vois des trucs. Je me souviens l'an dernier, un truc qui m'avait vraiment sidéré. Dans une rame de tramway, j'ai vu un Antillais qui traitait de sale nègre un Africain. Mais le mec était totalement délirant. Mais il tenait des propos racistes, mais je veux dire, objectivement. Alors là, je veux dire, que fait SOS Racisme? Que fait là? C'était d'un racisme absolu. Et les gens étaient là autour et regardaient comme ça. Personne ne disait rien. Tu avais l'Africain qui regardait l'Antillais sans rien dire. Au moment, il lui a fait éloigne-toi un peu, s'il te plaît. C'est un truc délirant, quoi. Parce que c'était deux noirs. Hein. Je veux dire, l'Antillais, il était noir. Hein. Bon, il était peut-être un peu moins noir que l'Africain, mais pas beaucoup, tu vois. C'est un noir qui traite un autre, qui insulte un autre de sale nez comme un dingue. Bon. Il y a eu un moment, je passais souvent dans un quartier où les Roms s'étaient installés sur les voies de la petite ceinture. Ambiance olfactive garantie. Tu vois, je veux dire, bon, maintenant, quel intérêt ça présente de rester dans un truc comme Paris? Tu vois, je veux dire, à la fin des années 80, pendant mes études, j'ai quitté ma campagne. À la base, je viens d'une petite ville de quasi-campagne pour m'installer dans une grande ville. Et c'était Lille, mais Lille à la fin des années 80, le Lille étudiant de la fin des années 80 était super sympa. Et à l'époque, il y avait plein de raisons de vouloir vivre dans une grande ville. Tu avais les ciné-clubs, tu avais des installations de meilleure qualité, tu avais des bars de nuit super sympas. Bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas trouver? Pour l'accès aux produits culturels, ça sert plus à rien. Je veux dire, tu as quand même entendu parler d'Internet et d'Amazon, mec. Alors, tu vois, je veux dire, pourquoi faire? Bon, pour les équipements, ça a beaucoup progressé. Je veux dire, l'époque où à la campagne, tu n'avais pas de piscine, tu n'avais rien, c'est terminé, ça. Hein. Bon, quant aux bars de nuit, à l'époque, c'était 99% chaleureux, 1% craignos. Maintenant, c'est plutôt la proportion inverse. Hein. Donc, tu n'as aucune raison d'aller t'entasser dans ces trucs. C'est mal famé, à moins d'avoir énormément de fric, la vie n'est pas sympa. Et en plus, attention, si jamais ça tourne mal, si jamais ça tourne au vinaigre, il faudra beaucoup mieux être tranquille dans ta campagne que dans ces concentrations urbaines ingérables. Franchement, je veux dire, moi, j'ai aucune raison de regretter le choix que j'ai fait de m'installer à la campagne. Ça, c'est clair. Ne serait-ce que sur le plan de l'agrément de vie aujourd'hui, tout simplement. Tout simplement, sans même chercher des scénarios catastrophes ou des... Non. Franchement, moi, je regrette pas du tout. Ah, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Bon, bah, Michel, je te remercie c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tes avis. Alors, pour info, tu parlais tout à l'heure tu sais, des sociétés de mercenariat. J'ai des échos que je n'ai pas pu confirmer, mais j'entends par des gens que je connais dans ce milieu-là que certaines de ces sociétés recrutent chez les migrants maintenant. Parce que finalement, parmi eux, il y a des jeunes dans la vingtaine qui sont des anciens des forces armées de leur pays, Sierra Leone, Sénégal, que sais-je, et qui peuvent rapidement être recrutés finalement, avoir un job. Et ça m'a mis, alors dans mon esprit un peu malade, je me suis dit, tu vois, ce serait très rapide pour ces sociétés et très bon marché d'embaucher des dizaines de milliers de ces migrants qui sont ici maintenant, qui sont en Europe, de leur mettre un Kalachnikov à 150 dollars avec un entraînement sommaire d'une demi-journée en groupe et d'en faire, tu vois, des vigiles plus plus. Et là, ça commence à faire du monde.
Ça commence à faire du nombre. Bah oui, c'est très très possible. Mais regarde ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment. Hein. Après, le truc, il faut le garder sous contrôle. Hein. Eh ben, généralement, ça ne se tient pas sous contrôle, ces trucs-là. Je pense qu'en Afrique du Sud, il y a des mecs qui se disaient ouais, non, on s'en sortira toujours et qui doivent commencer à se dire mais vous êtes sûr qu'on s'en sortira toujours là? Beaucoup déménagent. Hein. Il y a une deuxième vague de gens qui quittent le pays qui est très forte en ce moment. Tous les gens que je connais là-bas, ils sont en train de quitter, tous. Alors que pendant 15 ans, 20 ans, en fait, il y avait une première vague à la fin des années 90. Et forcément, j'ai travaillé avec ceux qui étaient restés, par définition. Quand je travaillais en Afrique du Sud, beaucoup dans les années de 95 à 2011, où j'ai beaucoup travaillé dans ce pays. Mais là, tous les gens que je connais, tous sans exception, ils ont déjà déménagé en Angleterre, beaucoup en Australie, ou sont en train de le faire. Et comme tu sais, la Russie a délivré à des fermiers, je crois qu'on parle de plusieurs dizaines de milliers, hein, c'est en cours, de leur donner la terre et du financement pour se préparer, pour en fait quitter le pays et venir s'installer en Russie pour exploiter des terres pas encore exploitées. Je ne savais pas, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc en fait, quand l'Afrique du Sud va s'effondrer, ce qui est en cours là, le plan c'est que les Russes vont récupérer les fermiers blancs. Bien sûr, ouais, pas les noirs, ça c'est sûr. Et les informaticiens indiens vont retourner en Inde. Ouais. Et nous, on va récupérer. Les gars, enfin les noirs, bien sûr. Enfin vous en France, nous aussi en Suisse, enfin, forcément. Ouais. Oui, bon, on est bien, ouais. Oui. En fait, ce que on va récupérer en Europe, ce sont les immigrés d'Afrique en Afrique du Sud, les Congolais, les Nigérians qui sont pourchassés par les Africains sud-africains parce qu'ils leur piquent du travail, parce que voilà, enfin, c'est très complexe. Mais eux, ils vont repartir en partie en Afrique et en partie, ils vont aller aux États-Unis. Beaucoup vont aux États-Unis. Hein. Les États-Unis ont une immigration africaine gigantesque en ce moment. On n'en parle pas parce qu'on voit la nôtre en Europe, mais les États-Unis ont une grande immigration africaine depuis une dizaine d'années. De plein de pays sympas comme la Somalie, bon, le Nigeria bien sûr, mais voilà, des millions et des millions tous les ans. C'est fantastique. Ils vont tous voter. Ils ont tous voté suprémacistes blancs d'ici aux prochaines élections, tu peux être sûr. S'il y a des prochaines élections. L'année prochaine. Moi, je ne fais pas de politique, comme tu sais, encore moins en France. Pronostic 2022 en France. Allez, on se lâche juste pour rigoler. Va-t-il y avoir des élections en 2022? Je sais pas. Je ne sais pas. Bah, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on ne nous a pas encore sorti le nouveau Macron. Moi, je pensais qu'on allait nous sortir un nouveau Macron. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est des présidents à usage unique qu'on a maintenant, parce qu'ils sont tellement grillés au bout de quelques années que tu ne peux pas les représenter. Mais là, on ne nous l'a pas sorti. Alors, on a vu récemment François Pinault s'afficher à côté de Macron. Non, c'est pas François Pinault, c'est Bernard Arnault. Donc Bernard Arnault, première fortune de France, c'est-à-dire quand il s'affiche à côté de Macron, c'est pas lui qui est heureux de s'afficher à côté du président de la République, hein, c'est son employé qui est heureux de s'afficher à côté du patron. Donc ça veut dire que probablement ils vont essayer de nous mettre Macron 50 plus. Je suis un peu étonné. Je pensais qu'ils allaient nous sortir un nouveau. Physiquement, il présente très bien. Il est très propre sur lui, il présente bien. C'est vrai, d'accord. Le jour face aux caméras. Ouais. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais bon, est-ce que ça suffira à le faire repasser? Je sais pas. T'as les soi-disant républicains qui, alors ça c'est très marrant si tu veux, t'as trois requins là, trois présidents de région, un monsieur Vauquiez en Rhône-Alpes, une madame Pécresse en Île-de-France et un monsieur Bertrand en Hauts-de-France. C'est le Nord, hein, qui sont là pour essayer d'être le candidat des Républicains. Alors, ils ont fait un carton aux élections régionales, mais ça n'a aucune, ça ne veut rien dire, si tu veux, parce que le taux d'abstention était monstrueux. En fait, ils ont fait un super score tout simplement parce que les seuls qui ont voté massivement, c'est les vieux. Or, les vieux votent beaucoup républicains. Enfin,
disons les gens nés avant 1950 à peu près. Ah. Donc on ne peut pas savoir du tout ce qui se passera à une élection où on peut quand même penser qu'à une présidentielle, les jeunes voteront davantage. De toute façon, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que là, au point où on en est, le système est verrouillé à tel point que tant qu'il est en place, peu importe le président, ça pourrait même y avoir une élection de Marine Le Pen, tu vois, je pense que ça, en soi, ça ne changerait pas grand-chose. Ce serait le retour de la gauche. Où il y aurait, voilà, il y aurait un, oui. Non, le seul truc maintenant qui changera, c'est tout simplement quand on atteindra le point de rupture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution à la crise française, il n'y a plus que des issues, et aucune n'est pacifique, en fait. C'est triste à dire, mais je ne le souhaite absolument pas, hein, je ne suis pas en train d'exprimer un souhait, mais je pense que maintenant on a commis tellement d'erreurs depuis si longtemps qu'on a rendu inéluctable un dénouement dans la violence. Oui, je suis certain de ça. La question, c'est quand, et ça, c'est toujours très difficile d'être juste. Pour l'instant, on est tous dans le. Moi, tu te souviens, j'avais prévu en 2020-2022. Bon, il nous reste quelques mois. Bon, peu importe d'ailleurs l'espace-temps, mais la crise lente, là, tu te souviens, toi, ton scénario était la crise lente. Moi, mon scénario, c'était le basculement. Là, on a eu une accélération, mais on est de nouveau on a une accélération, mais par à coup, puis ensuite, ça revient dans la crise lente. C'est un peu chiant, en fait, cette situation. Mais bon, on essaie de. Moi, je dis toujours, et peut-être et après, je te laisse conclure, aux gens qui nous regardent, tout d'abord, de ne pas stresser, de ne pas être dans l'angoisse. Je sais que c'est facile à dire, mais lorsque les gens perdent leur travail, lorsqu'ils craignent de ne pas retrouver un boulot d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois à cause de ces interdictions, à cause de ces bizarreries, certaines craignent pour leur santé en plus. Moi, j'ai envie de dire, relax, respirez, profitez de la nature, profitez du soleil, profitez des gens que vous aimez, de la famille. C'est le moment où il faut aussi respirer un coup. Parce que là, on sent que. Et surtout, pas faire de conneries. C'est le moment où il ne faut pas faire des conneries contre soi-même, d'abord, contre des proches, et ne pas faire des conneries qui vont ensuite attirer le retour de bâton. Donc, de rester pour l'instant dans une forme de, pas de repli, mais de développement presque personnel pour sa santé tout d'abord, et ensuite pour sa santé mentale, qui est peut-être le bien le plus précieux qui nous reste. Bah, tu sais, moi, je veux dire ce que j'en pense. Il y a 2 ans, ou 2 ans et demi, ou quelque chose comme ça, quand il y a eu l'affaire des Gilets jaunes, c'était quand? C'était fin 2018, donc c'était il y a 2 ans et demi, ouais. J'avais vu une vidéo d'Hervé Ryssen. Hervé Ryssen disait il y a des gens qui croyaient que, entre guillemets, les frigos n'étaient pas vides en France, et ces gens se sont trompés. Je pense qu'il parlait entre autres de moi. Je ne peux pas être sûr, mais je pense qu'il parlait entre autres de moi. Et parce qu'il croyait que les frigos étaient vides et que les gilets jaunes, c'est le signe que les frigos étaient vides. Et il croyait qu'il allait aller à l'Élysée, quoi. Il allait prendre l'Élysée. Bon, il n'a pas pris l'Élysée, il est allé en prison. Mon opinion, c'est que pourquoi il est allé en prison, c'est parce que justement les frigos n'étaient pas vides. Ils étaient en train de se vider. Je ne dis pas du tout que les gens n'ont pas de problème, ils ont de très gros problèmes. La proportion de gens dans le pays qui n'ont plus rien à perdre est encore relativement faible. Et c'est pour ça que les barrages de gendarmes ont tenu en face des gilets jaunes. Oui. Parce qu'effectivement, on était plus dans le simulacre que dans véritablement l'insurrection populaire. En revanche, au rythme où les frigos se vident, ils ne vont pas tarder à l'être vraiment. Quand? Alors ça c'est le mystère. Surtout que le problème, c'est que c'est une métaphore, le frigo vide. Ça ne veut pas dire vraiment le frigo vide, c'est-à-dire le moment où les gens considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des normes des gens. Tu sais, je veux dire, même aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, notre niveau de vie par rapport à la réalité du niveau de vie de nos ancêtres il y a 5 ou 6 générations, on est encore des nababs, hein, quasiment. Hein. Bon, maintenant, tout est relatif, si tu veux. Il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on considère comme le moment où tu n'as plus rien à perdre.
Et le moment en question pourrait bien arriver. Et quand il arrivera, je le dis à Hervé Ryssen, si par hasard il regarde cette vidéo, à ce moment-là, ça sera tout à fait le moment d'aller prendre l'Élysée. Et il n'y aura même pas besoin de montrer le chemin aux gens. Le seul problème ne sera pas être renversé par la vague et de ne pas faire un wipe-out fatal. C'est ça. Les révolutions, elles mangent leurs petits très vite. Voilà. Et il faut sentir le bon moment. C'est pas encore le bon moment, c'est évident. Moi, je pense qu'on en est encore assez loin. Mais peut-être je me trompe. Je suis pas dans les cœurs, dans les esprits, je sais pas. Et puis, on va voir ce qui va se passer dans les années qui viennent quand on va nous présenter la douloureuse de toutes les dettes qu'on a fabriquées là. Je crois que très peu de gens en ce moment, en France, ont conscience de la réalité du recul économique qu'on va se prendre dans le courant des années 2020. Quand ils vont se le prendre dans la gueule, hein, alors là, peut-être qu'effectivement, le mec qui se dira on va aller à l'Élysée, il finira pas en tôle, mais il finira vraiment dans l'Élysée. Pas forcément pour gouverner, mais il le prendra. Ça, c'est pas exclu. Il faut choisir le bon moment et d'ici là, il faut rester cool, il ne faut pas se griller inutilement, il ne faut pas faire de conneries. Et il faut toujours garder en tête que même si en politique, historiquement, il y a eu des moments où la violence était nécessaire, c'était toujours un moyen pour une fin. Sauf dans les cas pathologiques, la violence doit rester un moyen adapté à une fin tactique dans le cadre d'une stratégie. Aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie gagnante utilisant le recours à la violence. Par contre, demain, ça peut changer. Ah, ça, on ne peut pas savoir. Voilà, donc mon opinion, c'est pour l'instant, il faut rester cool, il faut essayer autour de soi de créer de la paix, de la compréhension, il faut dire aux hystériques de se calmer, et il faut attendre le bon moment pour essayer de préempter la violence que l'histoire va fabriquer, pour l'orienter dans la bonne direction et pour que ça fasse le moins de dégâts possible, parce qu'à la fin, c'est toujours ça qui compte, arriver à l'objectif qu'on poursuit, et en plus le faire au coût le plus faible possible. Donc pour l'instant, comme on est encore très loin, à mon avis, des échéances, on reste cool. Très bien. Sur ces mots de sagesse, je te souhaite une bonne soirée. Des mots sincères. Et je te remercie encore d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci à toi, Pierrot. Allez.